Ce soir, je vais tenter de vous présenter l'enseignement de Ramesh Balsekar. Vous démontrer que son enseignement il est précis, simple, accessible et pratique. D'accord? Moi, d'abord, je me présente comme vulgarisateur de son enseignement. J'ai lu tous ses livres, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai écrit un livre qui résume son enseignement. Et je trouve que, contrairement à d'autres maîtres, d'autres sages, lui, il a un enseignement précis. Comme l'autre jour, j'ai testé quelqu'un, j'ai dit, une amie à moi, j'ai dit, toi, ton maître, c'est quoi son enseignement? Fait que là, elle me dit, bien, c'est le bhakti. Le bhakti yoga qui veut dire la dévotion. Je dis, ouais, le bhakti yoga, c'est bien beau, mais je dis, c'est quoi son enseignement? Oh, c'est difficile à dire, là. Faudrait que tu sois là, faudrait que tu le vois. Alors, si moi, je vous disais que Ramesh Balsekar, son enseignement, c'est un mélange de bhakti yoga puis de jnana yoga. Merci, bonsoir. Ça vous dit rien, hein? Tu sais, c'est des concepts, mais qui ne veulent rien dire. De temps en temps, je vais boire un peu d'eau parce que c'est ma première causerie que je fais. Lorsque Jean m'a invité, je lui ai dit, je ne fais pas de conférence, mais j'ai des causeries sous forme de questions-réponses avec des petits groupes. D'abord, j'ai dit tantôt, il est simple, accessible, pratique. Il est également impersonnel. Il est très, très impersonnel. Lorsqu'il parle d'individus ou d'êtres humains, il va souvent employer l'expression des organismes corps-esprit ou des appareils psychosomatiques. Ça fait assez impersonnel, merci. Hein? Mais il a réussi vraiment un tour de force parce que même si son enseignement est impersonnel, il est accessible. Puis on va le voir tantôt au cours de la soirée. Il y a un vocabulaire qui est vraiment adapté à notre époque, ce qui fait que son enseignement il est simple, il est également pratique. Ce qu'il dit, et là, il faut que je fasse des efforts, parce que je me rends compte que la plupart ont levé la main, qui n'ont pas lu aucun de ses livres, ni le mien, qui est en vente en arrière tantôt. Là. Son enseignement, en gros, comme moi, quand je l'ai vu la dernière fois, à l'an 2000, il parlait que de ça. Si vous lisez mon livre, vous allez voir qu'il y a des bouts, c'est bien compliqué, qui sont peut-être de trop, sauf dans les aspects pratiques, il parle maintenant que de ça. Ça lui a pris environ une vingtaine d'années à développer son enseignement avec les questions, puis arriver à un enseignement très, très, très simple, pratique et accessible. Il dit souvent « nous sommes vécus ». Au départ, ça peut un peu surprendre. Là. Nous sommes vécus. We are being lived. Nous sommes vécus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur nos vies. En apparence, oui, mais en réalité, il semblerait que non. Et la façon qui explique ou qui démontre cela, c'est prenons n'importe quoi qu'on va voir, comme supposons demain. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va toucher? Qu'est-ce qu'on va sentir? Ou quelle pensée qui va traverser notre esprit? On ne le sait pas. On n'a pas contrôle. On ne peut pas dire demain, moi, je vais voir telle chose, il va m'arriver telle affaire. À 8h10 et 2 secondes, je vais avoir telle pensée qui va me traverser l'esprit. À 8h10 et 4 secondes, ça va être telle pensée, et ainsi de suite. On n'a pas contrôle, autrement dit, sur l'extérieur, sur les événements extérieurs. On est d'accord avec ça? On n'a aucun contrôle là-dessus. Maintenant, nous, devant telle situation, il va y avoir une réaction. Et là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est des organismes
corps-esprit doté d'un programme. Un langage de l'époque, programme, ordinateur. Alors, prenez un programme, n'importe quel programme. Vous pesez une fonction, un input. N'importe quel programme, si c'est le même programme, il va y avoir le même output. Alors, nous, on aurait un programme. Ça a l'air bien... on va y aller tranquillement. Là. Ça a l'air tout ça bien impersonnel, puis bien... peut-être difficile à concevoir ou à imaginer, mais donnez-moi le temps de me rendre jusqu'à la fin. Alors, on a un programme. Qu'est-ce qui est notre programme? Notre programme, c'est nos gènes qu'on n'a pas choisis. Hein, on n'a pas choisi nos gènes. Notre ADN, qu'on n'a également pas choisi. Et notre conditionnement. Notre conditionnement, c'est la famille dans laquelle on est venu au monde, l'éducation qu'on a reçue et la culture dans laquelle on a grandi. Nos parents aussi, puis bon, tous nos professeurs, nos tuteurs qu'on a eus. En fait, toutes les expériences qu'on a vécues depuis qu'on est au monde forment notre programme. Est-ce que jusqu'à date, arrêtez-moi si c'est pas clair, là? Donc, on n'a pas de contrôle sur les événements extérieurs. On ne peut pas dire, bien, demain, je veux qu'il m'arrive ça. Si vous connaissez une personne qui est toujours arrivée exactement ce qu'elle a voulu ou planifié, vous me la présentez, moi, je n'en connais pas. C'est impossible. On ne contrôle pas les situations extérieures et notre réaction est toujours conforme à notre programme. Prenons deux individus devant la même situation, ils vont réagir différemment, conformément à leur programme. Programme qu'on a vu tantôt, nos gènes, notre ADN, notre conditionnement, qu'on n'a pas choisi, mais qui nous habite. Maintenant, qu'est-ce que ça donne concrètement de savoir ça? Qu'on est vécu et qu'on n'a pas contrôle sur... bonsoir. Qu'on n'a pas contrôle sur l'extérieur, puis qu'on n'a pas contrôle sur la façon qu'on va réagir, parce qu'on réagit conformément à notre programme. Qu'est-ce que ça donne? C'est que, supposons que tu fais une bonne action. Tu as une entreprise, je prends un exemple, tu as une entreprise, tu as une décision à prendre, tu prends une bonne action entre guillemets, et l'entreprise connaît un succès, le chiffre d'affaires part à monter en flèche, tout ça. Si tu ne sais pas que tu es vécu TPS, si tu ne sais pas, on va regarder juste le TVQ à soir, si tu ne sais pas que tu es vécu, c'est grâce à moi que le commerce fonctionne. C'est grâce à moi. Donc, il y a de la fierté. Puis la fierté, ça peut nous emmener sur un nuage assez high. Mais quand on est sur un nuage assez high, on peut se ramasser assez down aussi. Donc, quand tu réalises que tu es vécu, il n'y a pas de place, il y a de moins de place pour la fierté. Tu peux être content, tu peux être satisfait, tu peux avoir le plaisir. Ah, c'est content, là, mon commerce réussit bien. Mais tu n'es pas fier, parce que la décision que tu as prise est en accord avec ton programme sur lequel tu n'as aucun contrôle. OK? Même chose maintenant pour... Tu prends une mauvaise décision. Là, tu peux te sentir coupable. Mais pourquoi te sentir coupable? C'est un fardeau inutile. C'est pas nécessaire. Encore là, tu es vécu. Donc, tu peux avoir du regret, tu peux avoir de la peine, tu peux regretter qu'est-ce qui arrive. Mais pourquoi te sentir coupable? Coupable, c'est un gros down. Hein? Quand on est coupable, là, on se sent très, très down. Maintenant, si nous sommes vécus, les autres aussi sont vécus. Alors, si quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'aime pas, il n'y a plus de place pour la haine. On ne peut pas l'haïr. Il a tout simplement agi en accord avec son programme. Il y avait une situation et il y a eu une réaction machinale du cerveau
devant telle situation qui est conforme à son programme. Donc, on ne peut pas l'haïr. On peut le regretter, ce qui est arrivé, mais on ne peut pas l'haïr. Donc, moins de culpabilité. Même chose, si quelqu'un connaît le succès, tout ça, il est millionnaire, peu importe, là, on ne peut pas l'envier. C'est pas de sa faute si c'est une vedette puis millionnaire. C'est selon son destin, c'est selon son programme. Donc, moins de place pour la fierté, moins de place pour la culpabilité. Même chose pour moins de place pour la haine, puis l'envie. Qu'est-ce que ça donne concrètement, ça? Y a-t-il une idée? Quelqu'un? S'il y a moins de culpabilité, moins de fierté, moins de haine, moins d'envie, on est involontaire? Tout le monde est neutre, non? C'est-à-dire si je ne suis pas dans un high ou je ne suis pas dans un down, donc je suis à un niveau neutre. Oui, donc tu es peut-être plus en paix. On peut dire ça? Il y a plus de paix. Parce que quand tu te sens coupable, là, quand on se sent coupable, est-ce qu'on se sent en paix? Pas bien, bien. Puis quand on haït quelqu'un, on ne se sent pas en paix non plus. Donc, il y a plus de place pour la paix. Je ne sais pas parmi vous si, bon, je suis un peu surpris qu'il n'y a pas beaucoup de monde qu'il y a autant de monde ici, puis qui n'ont pas lu Ramesh Balsekar, puis qui n'ont pas lu mon livre non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « l'éveil » ou « l'illumination ». Oui? Ou le nirvana, ou le satori, ou le royaume des cieux, ou, il y a plein de noms. Quand les gens allaient voir Ramesh, il est question, bonjour, d'où tu viens, tout ça, puis ton parcours spirituel, qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu cherches? Bien, souvent, il y avait des gens qui répondaient, bien moi, je cherche l'éveil, je cherche l'illumination, je cherche la réalisation du soi. Donc là, il disait, oubliez ça. C'est seulement qu'un concept. Si on dit à quelqu'un, moi, je cherche ma véritable nature, ou je cherche l'éveil, ou la nature de Bouddha, concrètement, ça ne veut rien dire. Mais si tu dis, je cherche plus de paix dans ma vie, là, ça devient plus concret. Donc, son enseignement nous dit, oubliez l'éveil. C'est pas que l'éveil n'existe pas, mais oubliez l'éveil. Puis comprenez que vous n'avez pas de contrôle sur la situation ou les situations extérieures, et vous n'avez pas non plus de contrôle sur votre réaction, parce que votre réaction, elle est conforme à votre programme sur lequel vous n'avez aucun mot à dire. Donc, juste ça crée plus de paix. Une autre chose que Ramesh nous dit, ou M. Balsekar, je suis habitué de l'appeler Ramesh, peu importe il nous dit que accepter ce qui est. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Accepter ce qui est. Ne résistez pas, même ils vont jusqu'à dire soyez un avec. Moi, j'ai souvent entendu ça. Puis j'avais un peu de misère à accepter tout ce qui arrivait. Puis je comprends que des fois, c'est pas facile. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas évident. Alors, Ramesh, ce qu'il est venu ajouter, c'est qu'il nous a dit, dans son enseignement, la polarité des opposés fait partie intrinsèque de la vie. Il ne peut pas y avoir juste la santé. S'il y a de la santé, il y a de la maladie. Il n'y a pas seulement du monde qui vient au monde, il y a aussi du monde qui meurt. Il y a la naissance, il y a la mort. Il n'y a pas toujours des gains, des fois il y a des pertes. Il n'y a pas toujours la paix, il y a de la guerre aussi. Donc, la polarité des opposés fait partie de la vie. Ah! Juste ça l'aide, comme moi je trouve, à accepter plus facilement les événements, les épreuves difficiles de la vie. Parce qu'on comprend qu'il y a une polarité inévitable qui fait partie des opposés de la vie. L'autre chose qui aide beaucoup à instaurer cet état de paix, qui n'est pas l'éveil, mais quand même, c'est quelque chose de concret, de pratique,
il nous dit, vous n'avez pas de pouvoir sur l'avènement de l'éveil, de l'illumination, de la réalisation du soi, peu importe. C'est un événement qui arrive à un moment donné à un organisme précis, un organisme corps-esprit en particulier. Ça n'arrive pas à quelqu'un. L'éveil, ça n'arrive pas à une personne. Ça arrive, quelqu'un qui dit « je suis éveillé », à coup de parole, on peut commencer à douter. Que l'éveil s'est produit, oui. Mais que moi, j'ai atteint l'illumination, non. Parce que l'éveil, c'est justement la dissolution complète de l'entité moi. L'éveil, c'est la dissolution complète de l'entité moi. Donc, celui qui aspire, qui cherche, qui veut atteindre l'éveil, au départ, il fait fausse route. Parce que l'éveil, c'est lorsque celui qui cherche va être pulvérisé, ou va éclater, ou il ne sera plus là. C'est juste comme... Quand on dit que l'entité moi n'est plus là, l'entité moi, c'est simplement le sentiment. L'entité moi, c'est l'ego, si vous voulez. Mais l'ego, il y a tellement de définitions que je ne vais pas trop embarquer là-dedans. Peut-être dans les questions, mais pour le moment, non. Là. L'entité moi, c'est d'avoir le sentiment d'être celui ou celle qui agit, l'agissant. Ça disparaît. À l'éveil, il n'y a plus de agissant. Il n'y a que l'agir. Il n'y a plus de doer. Doer, c'est un mot anglais. En fait, c'est même pas un mot anglais, mais doer dans le sens to do, le doer, celui qui agit. Il n'y en a plus de doer. Il n'y a que agir. Il n'y a que l'expérience. Expérimenter. Il n'y a pas « je fais l'expérience ». Quand tu comprends que tu ne peux plus atteindre l'éveil, en tout cas, moi, l'effet que ça m'a fait, ça m'a enlevé un gros fardeau. Parce que longtemps, je cherchais à atteindre, par tous les moyens possibles, l'éveil. Quand j'ai compris que je ne pouvais plus atteindre l'éveil, personnellement, là, Gilles Pommel, l'entité, atteindre l'éveil, bien, on commence à relaxer un petit peu plus. Ça crée plus de paix. Donc, qu'est-ce qui crée plus de paix? Comprendre qu'on est vécu. La T vécu, ça ne crée pas la paix. Mais comprendre qu'on est vécu, ça crée plus de paix. Comprendre que la polarité des opposés fait partie de la vie. Ça nous aide à traverser plus facilement les moments difficiles. Comprendre que moi, que toi, que vous, on ne peut pas atteindre l'éveil, que ça n'arrive pas à une personne, que l'éveil, c'est plutôt la dissolution de la personne. Fait que tout ça, ça concourt à instaurer l'état de paix. Jusqu'à date, ça va? Je ne sais pas plus, je n'ai pas encore regardé mes notes. Oui. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire que quand j'ai un choix à faire, je peux choisir en sachant que dans le fond, c'est moi qui choisis? Oui. Tu prends quand même la décision. Oui. Tu pèses le pour et le contre. Oui. Tu prends la décision, mais la décision que tu vas prendre fait partie de ton destin en accord avec ton programme. Fait qu'après, je m'en fais plus. Après, tu t'en fais plus. Mais le processus de prendre la décision de peser le pour et le contre, ça aussi, on n'a pas de contrôle. Non, mais ça fait partie du jeu de la vie. C'est comme, tu sais, on fait comme si on était au contrôle, on était aux commandes, comme si on est les maîtres de notre destin. Puis on fait comme si. Oui, c'est une expression de Ramish. Oui.
Oui, Oui, les notions responsabilité, liberté, ça n'existe plus. ça, c'est la question que je m'attendais. Puis, je suis content que vous la posez. Libre des responsabilités ne veut pas dire libre des conséquences. OK? On vit dans un système, une société qui a des lois. Eux ne sont pas au courant qu'on est vécu. On ne leur dit pas non plus. On ne leur dira pas. Alors, quelqu'un qui fait une action, qui commet un crime, qui commet un délit, dans la société dans laquelle on vit, s'il est attrapé puis reconnu coupable hors de tout doute, il va avoir une pénalité, il va aller en prison. Mais remarquez qu'il y a des gens qui commettent des crimes puis ne sont jamais attrapés. De même qu'il y a des gens... Pardon. Il était bon le souper. Il y a des gens qui sont accusés et sont innocents. Ça dépend de leur destin. C'est pas facile à accepter. Moi, comme si vous me dites, wow, là, comme t'en mets pas mal, on va dire, oui, c'est vrai, c'est pas facile parce qu'on a toujours pensé qu'on était. Bien, c'est l'illusion, c'est un peu ça, la Maya, c'est qu'on est au contrôle de nos vies. Mais remarquez que, là, on a commencé les questions, puis on va continuer avec ça. Remarquez que ce que je vous dis, bon, je répète les propos de M. Balsakar, c'est pas la vérité, là. C'est pas la vérité. Ça vous surprend, hein? Là, vous voulez que je vous dise la vérité à cette heure? Absolument. OK. La vérité, dès qu'on parle, dès qu'on utilise des mots, on tombe dans les concepts. Tout ce que les grands maîtres ont dit, les grands sages ont dit, tout ce qu'on retrouve dans les Saintes Écritures de n'importe quelle religion, ce sont des concepts. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui précède les concepts. C'est le sentiment d'être. Il y a différents termes, là. Le « je suis », la présence impersonnelle, observatrice. C'est pas pire comme expression. Ça, c'est la vérité. Je suis celui qui est. Hein? Ramana Maharishi a déjà dit que une phrase qu'il aimait beaucoup dans la Bible, je suis celui qui est. Je suis. Pas je suis Claude ou je suis Louise, je suis un tel, une telle. Je suis. Ça, c'est la vérité. Le reste, c'est des concepts. Alors, les concepts, c'est sujet à interprétation. C'est ce qui fait qu'il y en a qui les acceptent, puis il y en a qui les refusent. Si ces concepts-là peuvent vous être utiles, alors vous vous en servez. Si ça ne fait pas de sens pour vous, puis ça n'est pas du tout utile, vous les oubliez, tout simplement. Moi, je ne suis pas ici pour vendre quelque chose. L'important, c'est que tout le monde est payé pour entrer. Alors, si ça vous convient, vous vous en servez. Si ça ne vous convient pas, vous n'en servez pas. Il va même jusqu'à dire, ce ne sera pas long, que son enseignement, c'est un conditionnement. Certain, c'est un conditionnement. Mais ce conditionnement-là peut remplacer un vieux conditionnement puis améliorer votre qualité de vie ou votre état d'être, servez-vous-en. Il donne, ce sera pas long, il donne une... Moi, je vais revenir tantôt à ça. Il y avait lui avant qui... Vous avez dit tantôt qu'on est programmé. Et en même temps, si je comprends... Ils ont un programme, oui. Il y a un programme. Et ce programme-là, on n'a pas de contrôle dessus dans le sens qu'on ne peut pas le modifier, ce programme-là. S'il y a à être modifié, il va se modifier. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient oisif, qu'on devient passif, puis qu'on ne bouge plus. La vie continue. On a toujours agi depuis toujours, depuis qu'on est au monde, puis la vie va continuer, on va continuer d'agir. Quand il dit on a un programme, c'est qu'on n'a pas choisi nos gènes, notre ADN et notre conditionnement. Le conditionnement étant la famille dans laquelle on est venu au monde, notre éducation, la culture dans laquelle on a grandi et toutes les expériences qu'on a vécues depuis qu'on est au monde.
notre conditionnement. Donc, notre programme, on n'a pas vraiment de contrôle. Il peut se modifier. Il peut se modifier. On peut prendre un cours, bon, mais je vais améliorer, quelqu'un va améliorer sa personnalité, il va prendre un cours. On peut tenter de changer des choses. On peut aller en thérapie, on peut... tu sais, mais on peut aussi ne pas changer. Tu peux aller voir tomber sur un thérapeute, c'est un charlatan, puis tu t'as trouvé pire qu'avant aussi. Tu sais, c'est comme... Mais le résultat, C'est ça. C'est ça. On n'a pas contrôle sur le résultat. On peut entreprendre une décision, prendre un choix, faire quelque chose, mais qu'est-ce qui va en advenir, ça, on ne le sait pas. Oui. Alors on peut aller voir le meilleur thérapeute possible et il se peut que ça ne donne rien du tout. Ça pourrait aussi, mais en Selon principe... le programme. Oui. Oui. Puis ça pourrait, comme tel organisme, corps, esprit, tel individu, pour être un peu moins impersonnel, va voir le meilleur thérapeute, puis que lui, il se transforme, et puis qu'un autre, lui, ça ne crée pas de changement, parce que ça n'a peut-être pas cliqué non plus entre les deux. Peut-être qu'au bout de 2 séances, il en avait assez, puis il est parti. Puis ça ne dépend pas du conditionnement. Ça dépend toujours du conditionnement. Toujours du conditionnement. On va y aller quand même, là. Les questions vont vite, là. OK, vas-y. Ben, quand vous disiez que Ramèche dit que c'est un conditionnement, C'est un con... quand Ramèche dit que ce qu'il enseigne, c'est un conditionnement, est-ce que ça se peut qu'en fait, les gens qui réalisent ça, comme lui, il réalise ça, ben, il y a une affaire que je ne comprends pas, il pourrait juste plus rien faire, pas essayer de le montrer aux gens, puisque tout est programmé, puisque tout est vécu. Pourquoi enseigner quelque chose à quelque chose qui est programmé? Bien, il l'enseigne juste pour nous le faire comprendre, nous le faire réaliser. Parce que s'il ne l'avait jamais enseigné, peut-être qu'on ne l'aurait pas su. Ben, mais c'est pas important. C'est pas important, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas important. Mais si, une fois que tu l'as appris, si ça peut t'aider dans ta vie quotidienne, c'est que moi, il y a 2 choses qui m'ont aidé ben, 2 principales, disons. J'ai des épreuves à traverser, comme probablement plusieurs d'entre vous ici. La thérapie, ça m'a aidé, et l'enseignement de Ramèche. Parce que sans aller dans les détails, veux pas, même si j'avais lu l'enseignement de Ramèche Balsakar, puis je l'avais quand même assez bien compris au moment où j'ai commencé à écrire le livre, puis que les événements ont mal tourné dans ma vie, même si je le comprenais assez bien, j'ai quand même vécu de culpabilité, honnêtement. Mais j'en ai peut-être vécu comme ça, et non pas comme ça. Parce que dans le background, il y avait toujours, dans le fond, Gilles, ce qui est arrivé, c'est pas vraiment de ta faute. C'est parce que ça devait arriver. C'est sûr que tu le regrettes, je l'ai regretté, j'ai vécu beaucoup d'affliction, j'ai beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, tout ça. Puis je me sentais coupable, mais il y avait tout le temps ça, dans le fond. Tu sais, c'est pas vraiment de ta faute. Alors, ça m'a aidé. Fait que c'est un conditionnement qui, à quelque part, je suis content de l'avoir entendu. Ça m'a servi. Puis, bon, j'ai écrit un livre parce qu'on m'a demandé d'écrire un livre. Moi, je ne pensais pas d'écrire un livre un jour. J'ai rencontré Ramèche, j'avais écrit un article sur son enseignement. On l'avait traduit, j'avais monté tout ça. Puis là, j'allais le voir, entre autres, pour traduire ses livres en français, les rendre disponibles en français. Et là, il m'a dit, bien, il y a un éditeur en France qui a acheté les droits. Il dit, pourquoi tu n'écris pas un à la place? J'ai pensé à ça. Fait que j'ai écrit un livre qui résume son enseignement. Puis ça m'a aidé à intégrer davantage aussi l'enseignement que lui dispense. Il dit d'ailleurs, faites ce que vous aimez. Pardon? Il dit, faites ce que vous aimez. T'as-tu lu mon livre? Oui, j'ai lu ton livre. Bon, c'est ce qu'il dit. Continuez à faire ce que vous aimez. Continuez à faire ce que vous aimez. Y a-t-il un enseignement plus simple que ça? dans votre livre, vous suggérez un outil de réflexion pour essayer justement de mieux saisir l'enseignement de Ramèche. Puis à un moment donné,
quand on arrive à la question qui est l'auteur d'une décision, c'est-à-dire on prend une décision, puis on la décortique, une décision qu'on prend par rapport à une action qu'on a faite. Là où on arrive à qui est l'auteur de cette action, de cette décision, quel est l'agissant. J'ai toujours un peu de difficulté à trouver des réponses bien catégoriques, bien différentes l'une de l'autre. Qui est l'auteur, qui est l'agissant. C'est la même chose, l'auteur. Pour moi, c'est la même chose, l'auteur et l'agissant. C'est synonyme. Oui, mais si c'est amené dans cette pratique de réflexion, y a-t-il une raison? Oui. Le but, si le but il y a du seeker, c'est que l'éveil se produise. OK? Mais l'éveil, c'est la dissolution de la personne, de l'entité moi. Alors, c'est qu'en faisant cet exercice-là, qui je pense qu'il est dans la section la 16 que propose Ramesh Balsekar, OK, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qu'il propose, puis je vous le dis honnêtement, moi, je ne l'ai quasiment jamais fait. Bon, peut-être parce que c'est pas dans mon programme ou dans mon destin, mais il propose un genre d'ascèse qui est nouveau depuis 1999. Il a commencé à enseigner en 81, Ramesh Balsekar. Et il n'y avait jamais d'ascèse. Je vais juste raconter une petite histoire, puis je vais revenir. Je ne vais pas perdre le fil de l'idée, là. Quand j'ai appelé pour aller à la premier séminaire qui était aux États-Unis en 92, quelqu'un m'a parlé, il y a un sage qui s'en vient aux États-Unis. Bon, je vais m'informer, je vais appeler. Alors j'appelle, j'ai dit comment ça se passe la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Ramesh Balsekar, il va parler le matin, environ 2 heures, puis un peu de questions, puis il revient l'après-midi vers 4 heures, puis questions-réponses, tout ça. Puis je dis, le reste du temps, c'est quoi? Ah, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Puis là, j'ai dit, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Parce que moi, j'étais habitué à avoir une technique, une méthode, c'est important pour moi. Parce que moi, j'attends un éveil, n'oubliez pas ça. Fait que là, je dis, bon, je dis, OK, je ferme la ligne, puis je dis, moi, je ne vais pas là. Pourquoi aller là? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. Voir un bonhomme qui parle, question-réponse, ça ne m'intéresse pas. Puis quand j'ai posté ma lettre, je m'en rappelle, j'ai posté ma lettre dans la boîte aux lettres. Excusez les oreilles fines, mais j'ai dit, sacrément, je m'en vais là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis allé là-bas. Puis là, à l'époque, il n'y en avait pas d'assaise, de technique. Puis quand je suis arrivé à l'an 2000, en Inde, pour le voir la dernière fois, là, il parlait de ça. J'ai dit, you didn't talk about that before? Il dit, no, it's new. Il a développé ça. Peut-être parce qu'il réalisait que dans son enseignement, il manquait quelque chose. Je ne sais pas, il faudrait demander ça à lui. Mais pour revenir à ta question, c'est qu'à un moment donné, en faisant cet exercice-là, que je ne l'ai pas encore dit, hein? Non. OK. Il suggère de prendre environ 15 minutes, une demi-heure tous les soirs ou de temps en temps, là. Bon, il y en a un qui est super intéressé en arrière. Il y en a juste un, c'est pas pire. Tant qu'il y en a qu'un qui dort, moi, ça va. Non, on peut écouter les yeux fermés. C'est son programme. C'est son programme? OK. OK. Fait que, il suggère son exercice, c'est de prendre environ un quart d'heure, une demi-heure, puis de choisir une action dans votre journée, un événement que vous avez fait, puis de bien l'observer, puis de constater, dans le fond, que c'était un peu un concours de circonstances. Il y a eu ça vous a amené à ceci, puis à un moment donné, tu te ramasses là, puis tu prends telle décision, puis tu es en maudit. Bon. Mais tu sais, c'est un concours de circonstances. Que dans le fond, toi, tu n'avais rien à faire là-dedans. C'est juste que tu n'as pas choisi l'input, qui est la situation extérieure,
Puis comme tu n'as pas contrôle sur ton programme, tu as fait tel output. Donc, ce qui veut nous faire réaliser par cet exercice, cette technique-là, c'est que la vie peut se dérouler sans la présence de l'entité moi. La vie va continuer à se dérouler sans la présence de l'entité moi. On peut continuer à prendre des décisions, à agir. Il était loin celle-là. Et la vie va continuer. Puis à ce moment-là, il va y avoir moins de culpabilité, moins de fierté, moins de haine, moins d'envie. Ça Oui. amène-tu à... Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était vivre spontanément. Oui. Et c'est pas clair pour moi, ça. Mais est-ce qu'on est... c'est là-dedans, ça? C'est là, ça? C'est là qu'on est? Mais Ramesh, c'est ça j'ai compris, là, qui vivait spontanément. Oui. Moi, je peux dire que c'est l'exemple. D'ailleurs, il a déjà dit, je l'ai entendu en personne dire spirituality. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Bon, je vais le dire en français. Spiritualité égale spontanéité. C'est pas bien compliqué, là. Hein? C'est pas une grande définition, la spiritualité, puis trois paragraphes, là. Un mot. Spiritualité égale spontanéité. Et Ramesh, il y en a un qui est spontané. C'est pas le seul, mais il est très, très spontané. C'est quelqu'un qui... Moi, ce que j'aimais de lui, c'est qu'il ne joue pas de jeu. C'est pas un mood making. C'est quelqu'un qui est accessible. Tu vas le voir, il est assis comme tout le monde, puis bon, il est passé en indien comme ça, là, puis les cheveux longs, puis la soutane, comme on est habitué à voir certains gourous. C'est un banquier. C'est un président de banque. C'est un père de famille. Il a eu des enfants. Il est grand-père. C'est un homme qui vit dans le monde. Un homme de ce monde. Puis, spontané, là, ça veut dire... As-tu un exemple? Ça veut dire qu'il peut se mettre en maudit tout d'un coup. Pourquoi pas? Ah ouais. Lorsque l'éveil se produit, la personne, l'organisme corps-esprit va continuer de fonctionner comme il fonctionnait avant. Le maître à Ramesh Balsakar, Nisargadatta Maharaj, c'était un homme colérique. Puis des fois, le monde, Ramesh disait lui-même, moi, je n'avais pas à poser des questions, mais je n'avais pas qui choque. C'était un homme qui était impulsif. Puis c'était un homme qui fumait des cigarettes, puis pas des bidis, hein, en Inde, des bidis. Puis il y a même une manufacture de cigarettes. Puis c'est un grand sage, Nisargadatta Maharaj. Quand l'éveil s'est produit, il n'a pas dit « Il faut que j'arrête de fumer puis je fasse ma manufacture ». C'est parce que c'est pas correct. Il aimait ça fumer. Stéphane Jourdain, je ne sais pas si vous le connaissez, il fume 2 paquets de gitane par jour. C'est quoi, dans le temps, il en fumait 2. T'as envie de fumer une cigarette, mais t'as fumes. C'est spontané, ça. C'en est un exemple. Ce qu'il propose comme image, c'est que le film de notre vie est déjà réalisé. C'est tout simplement de l'observer, en fin de compte. C'est un exemple qui effectivement, oui, qui sert des fois. Il prend l'exemple d'un grand tableau, une grande toile. Mettons la toile, elle fait toute la salle qui part de là, parce que ça va jusqu'au bout là-bas. Quand on vient au monde, on est comme au début du tableau, mais toute la toile est déjà peinte. On fait juste comme se promener devant la toile, vivre notre vie. Mais toute la toile, toute notre vie est déjà décidée. Je veux dire, moi, je le dis, là, puis encore là, ça me fait drôle de le dire. Puis ça fait longtemps que je le lis puis je l'entends. Alors pour vous, qui c'est fait la première fois, je ne sais pas que ça vous fait, mais c'est pas évident d'accepter ça, que notre toile est déjà... C'est ça ta question, toi? Non, juste pour ajouter à cette analogie-là, la toile, tu peux parler aussi, des fois, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie,
comme quand on est trop proche de la toile, puis tu vois qu'une partie de la toile, là, surtout, mettons, si tu vois une partie de la toile qui est sombre, puis qui est tragique, tu vois juste ça, là. C'est parce que tu es près. Si tu te recules, là, tu vois toute la toile, là, ça a plus de sens. Comme quand tu es trop près, un épisode isolé de ta vie, c'est comme ça un non-sens. Parce que tu vois juste ça. Pour toi, d'après tes valeurs, ça ne devrait pas y arriver. Pareil comme une toile, s'il y a du noir, c'est une toile. Tu regardes juste le noir qui est là, tu vois juste ça, mais c'est sombre, c'est pas le fun. Mais est-ce que Si tu te recules, ben là, tu vois après ça où est-ce que le sombre, où est-ce que ça place dans tout le tableau. Ou que tu peux concevoir que oui, mais si tu prends un recul, que maintenant c'est sombre, mais qui ne dit pas que plus loin, ça peut être plus clair. C'est ça? C'est-à-dire que la partie qui avait l'air non-sens, lorsque tu étais près ou que tu étais dedans, dans le contexte de toute la toile, ça a du sens. Oui. Parce que nos petites tragédies, des fois, je pense que c'est ça. Oui. On en fait des gros drames. Fait que c'est un bon, je remarque que je venais à tantôt, là, au départ, il y avait plusieurs qui n'avaient jamais lu Ramesh Balsekar ou entendu parler de cet enseignement-là. Tu sais, son enseignement, c'est la non-dualité, l'Advaita. C'est moins connu que le taoïsme, que le zen, le soufisme, c'est moins connu aussi. Mais lui, il a réussi à le rendre simple, accessible, puis pratique, même si c'est impersonnel, parce qu'il n'a pas fait de compromis. Hein. C'est vraiment... on prend la lignée de Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, puis Ramesh Balsekar, c'est la non-dualité pure, il n'y a pas de compromis. En même temps, il l'a rendu accessible. Tu sais, si moi je vous parlais d'Advaita, dans des concepts ou l'histoire de l'Advaita, ça change quoi dans nos vies? Ou que j'explique le Bhakti Yoga puis le Jnana Yoga, ça change quoi dans nos vies? Ça ne change rien. Mais de comprendre puis d'accepter ces concepts-là, bien, quelque part, ça peut nous aider à instaurer un peu plus de paix graduellement dans nos vies. Fait que c'est beaucoup, là. Parce qu'on peut partir des débats académiques, puis intellectuels, puis sur l'Advaita comme étant meilleur que le taoïsme, puis non, le zen. Qu'est-ce que ça donne? Ramesh, faites ce que vous aimez. Si vous méditez, puis vous aimez ça méditer, continuez à méditer. Vous faites du yoga, vous aimez ça faire du yoga, faites du yoga. Vous aimez le tennis, continuez à faire du tennis. Il dit, changez pas vos vies. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que la vie ne devient pas plus facile. Elle devient plus simple. Pas plus facile. La vie n'est pas facile. Plus simple. Oui. Dans l'enseignement, il y a un petit truc qui me chicote, là, je ne suis pas sûr de le saisir ou que ça fait mon affaire de le saisir. Jusqu'à quel point qu'on est programmé? Dans le sens, est-ce que ça va dans le moindre des petits recoins comme les interventions, les répliques, les mots? Tu sais, quand on dit... Parce qu'à un moment donné, Ramesh raconte qu'il y a un type... Comme là, j'ai gratté à la table. Je ne sais pas si c'est dans mon programme, là, ça. Non, mais je vais répondre ce que Ramana Maharishi a répondu. Ouais. À la même, puis c'est Ramesh qui le citait. Il dit, on est aussi libre qu'une vache qui est attachée avec une corne. Bon, elle peut bouger un peu. Là. Parce qu'à un moment donné, il avait demandé, « Ouais, mais j'ai levé ma main, là, pour poser une question. C'était-tu prédestiné, ça? » Bon, on peut aller jusqu'à là, là. Mais si je vous dis oui, ça change-tu grand-chose? Si je vous dis non? Non, Tu sais, ça a l'air banal comme ça, mais souvent... Comme là, vous faites ça, là. Vous pourrez le faire de même aussi. Comme ça, c'est mon... Tu sais, c'est comme, là, on rentre dans les détails. On a un programme. Oui, mais quand les gens se rebutent au fait qu'on est programmé, c'est correct. C'est l'argument qu'ils vont amener. C'est correct. Ils vont aller jusque dans ces petits C'est correct. effectivement,
ces concepts-là, si on comprend bien cet enseignement-là, j'avais écrit un article qui finissait comme ça. Si on comprend bien cet enseignement-là, est-ce qu'on a vraiment un pouvoir sur le fait de l'accepter ou de ne pas l'accepter? Un petit peu de place à l'improvisation, peut-être dans la programmation. Genre. Si tu veux qu'il n'aille, c'est correct. Je sais pas que je veux. Je peux m'informer ou ouvrir. Ouais. Je sais pas. Parce que, d'après moi, comme il y en a qui vont dire, ouais, on contrôle peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'on contrôle. C'est ça. Moi, je pense, puis Ramesh aussi, Il y en a qui puis... vont dire, j'ai l'impression ou j'ai la conviction que je suis venu ici sur Terre, j'ai quelque chose à faire. Puis c'est ma décision de le faire. Quand on parle déjà de ma décision, là, il y a un jeu qui intervient. Là, Mais si on reprend les concepts à partir du début que les situations extérieures, puis ce qui l'a amené à prendre cette décision-là, la personne, pour faire sa mission de vie, mettons, c'est qu'il y a plusieurs événements qui l'ont amené là. Mais ces événements-là, il ne les a pas choisis l'un à l'autre, là. Ces événements-là sont survenus. Ça, c'est l'extérieur, c'est l'input. Puis l'output, la décision qu'elle a prise à un moment donné pour faire telle carrière ou telle mission, peu importe, c'est selon son, ce que Ramesh nous dit, selon son programme. Puis le programme, c'est nos gènes, notre ADN et notre conditionnement. On n'a pas choisi nos gènes, ni notre ADN, ni notre conditionnement non plus, parce que c'est dans la famille dans laquelle on est né, dans la culture dans laquelle on a grandi, les professeurs qu'on a eus, l'éducation qu'on a reçue. Donc, il ne reste plus bien de place pour avoir un contrôle sur certaines petites choses. Moi, je dis on l'a ou on ne l'a pas. Il y avait un monsieur qui avait levé la main, excuse-moi. Ben, dans la même veine, on pourrait peut-être concilier en disant ceci, il y a des décisions qui se prennent, il y a des choix qui se font, il y a même du contrôle, mais il n'y a personne qui contrôle, il n'y a personne qui décide. C'est ça. Il n'y a personne qui fait des choix. C'est ça. Mais tout ça se fait. C'est ça. Si vous, vous lisez ou relisez ou... même difficulté avec les pages que... Moi, c'est mon imprimeur, il faut que j'y parle bientôt. Là. Non. Ça fait partie de mon destin, c'est ça. Quand j'étais allé le voir à l'an 2000, j'avais traduit... Ça tombe bien, c'est les pages qui se détachent. Je sais pas si c'était prévu, ça. J'avais traduit en anglais une citation de Christian Boiron, l'auteur du livre « La source du bonheur est dans notre cerveau ». Et puis, c'est par rapport au sentiment de culpabilité. Ça fait drôle de monter ça. Et puis, ça dit vraiment, là, qu'on n'a pas de contrôle sur nos vies. C'est pas le seul Ramesh Balsekar à dire ça, là. Il n'a pas inventé ça, là, lui, là. Et puis, quand il l'a lu, après qu'il l'a lu, sa première réaction, c'était mot à mot, là. This is excellent. This is excellent. Who wrote that? Ça, c'est excellent. C'est excellent. Qui a écrit ça? Tant qu'à moi, là, ça résume son enseignement. Page 94, 95. Ça résume son enseignement. Je ne le lirai pas parce que c'est quand même un petit peu long, là. Mais dans la pause, tantôt, là, en fait, qui est bientôt, là, si vous voulez prendre le temps de le lire, ça résume bien son enseignement. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. C'est un scientifique. Je pense que c'est scientifique. Il y avait... oui. On parlait de destin tantôt quand Ramesh dit, je ne sais pas si c'est lui qui dit c'était une citation de quelqu'un d'autre, qu'on a notre tête dans la gueule du tigre. Ah, oui. OK, c'est bon que tu amènes ça. Veux-tu ajouter d'autres choses? C'est que lorsque tu parlais du tableau, on peut dire, bien là, c'est plate, tout est décidé, mais en même temps, ça m'apparaît rassurant de mettre ça dans le tableau, à savoir que peu importe le destin, on a
notre tête dans la gueule du Comment tigre. tu comprends la tête dans la gueule du tigre, qui est une expression de Ramana Maharishi? Comment tu comprends Je ça? comprends dans le sens que on n'a pas à s'en faire, dans le sens que si s'il y a un éveil qui doit se... C'est dans le sens qu'il y a un éveil qui va se produire, mais on ne sait pas quand. Et puis, tôt ou tard, ça va se faire, mais OK. on Oui, sera mais, peut-être pas là. oui, mais l'analogie de la gueule du tigre, la tête dans la gueule du tigre, ce qui veut dire, c'est que le seeker, le chercheur spirituel, il a sa tête dans la gueule du tigre. Et l'éveil, on se rappelle, c'est la dissolution de l'entité moi. C'est la fin de l'identité personnelle. Alors, quand est-ce que le tigre va-t-il fermer sa gueule et couper la tête, autrement dit, couper l'annihilation de l'entité moi? On ne le sait pas. On n'a aucun contrôle là-dessus. Quand est-ce que moi, je vais la fermer ma gueule? Suite. Ça, je le sais, ça. Oui? Par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, dans une même famille? On a les mêmes gènes? Les mêmes gènes? Non. Non? Chaque individu a des gènes différents. Je veux dire, on provient de la même culture? Ah, ça, c'est un élément, oui. On n'a pas les mêmes ADN, on n'a pas les mêmes gènes. C'est l'ADN qui fait la différence, finalement. Je ne suis pas scientifique, mais on n'a pas les mêmes gènes. Chaque individu a des gènes différents. Oui, le mix, c'est pas le même. On n'a pas les mêmes empreintes, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas le même ADN. On a un gène de nos parents, par exemple. Oui. Gène. Mais pas les gènes, sont la composante des gènes, non. Non, c'est ça, non. Puis le conditionnement, bien, chacun va vivre des expériences différentes aussi, là. Et chacun... mais la preuve, les enfants, ils n'ont pas le même caractère, hein? La même personnalité, puis les mêmes parents. Donc, chacun est unique, finalement. Chacun... Oui. Il y a des scientifiques qui ont fait des études sur les feuilles d'un même arbre. Il n'y en a pas deux pareils. Rigoureusement parlant, il n'y en a pas deux pareils. Du même arbre. Oui, Rebecca. Parce que tantôt, elle m'a dit son nom. Elle m'avait envoyé un courriel. Quand tu as commencé, tu as dit que la méthode était très simple là, de Ramesh et très pratique. Simple, pratique, accessible, puis impersonnel. Alors, c'est ce que la méthode, tu viens nous en parler tantôt? Bien, la méthode de faire le soir, prendre 15 minutes, une demi-heure, bien, ça, c'est une méthode. Mais ce que j'ai dit au début, c'est que son enseignement, il est précis. Est-ce que ça, tu pourrais le mettre, tchoum, le mettre là? Comment, tchoum? OK, tchoum. Ça va? D'autres questions? Non, OK. Expliquer plus clairement sa méthode. Moi, parce que si tu l'as écrit dans ton livre, je m'en souviens plus. Tu l'as-tu, mon livre? Je l'ai. Les pages volent ici. Les pages s'envolent, oui. Puis la page de la 16 est partie, c'est ça? Il dit de prendre environ un quart d'heure, une demi-heure, le soir. Bon, peut-être pas tous les soirs, là, c'est comme tu voudras, certains soirs. Et choisis une action de la journée spécifique. Mais c'est ça la méthode? C'est ça l'exercice, c'est tout? J'ai pas fini. Tu choisis une action et tu regardes que dans le fond, cette action-là, tu n'avais rien à faire. Tu l'as pas vraiment créée. C'était un concours de circonstances. Puis, à un moment donné, tu as réagi de telle façon, sans vraiment non plus être au contrôle. Tu as eu tel input, telle situation extérieure, puis devant ça, il y a eu tel output, telle réaction machinale du cerveau. Alors, à force de faire ça, tu réalises que, dans le fond, la vie peut se dérouler sans la présence de l'entité moi. En même temps, tu peux réaliser que, en réalité, c'est pas vraiment toi qui agis. Il n'y a que l'agir.
Il n'y a que des actions qui ont lieu. Fait que l'entité moi, elle n'est pas nécessaire. Donc, le chercheur, il arrête de chercher. Il n'y a rien à atteindre. Non, mais pas par quelqu'un, en tout cas. Wow. Fait que s'il n'y a plus de chercheur, puis il ne peut rien chercher, qu'est-ce qui reste? Ça vaut. La vie continue. Oui. Autrement dit, l'entité moi fait partie aussi de l'événement. De l'événement. L'événement qui s'est produit. Je comprends pas. S'il y a un événement qui se produit, Oui. et puis j'étais impliqué dans cet événement-là, Tu as l'impression d'avoir été. On a l'impression d'avoir été impliqué. L'exercice propose justement de vérifier que tu n'as pas besoin d'être là. L'action va se faire. La réaction va se faire. Autrement dit, ce qui va disparaître, c'est le sentiment d'être celui qui a agi. L'entité moi est définie comme... Bon, j'ai parlé brièvement de l'ego tantôt, je peux en glisser quelques mots. L'ego, il donne deux aspects de l'ego. Tu sais, il y a beaucoup d'enseignements qui vont dire « kill the ego », il faut détruire l'ego, il faut tuer l'ego. Mais je te dis, qui va tuer l'ego? L'ego? L'ego, il y a deux aspects. Le premier, c'est l'identification au nom et à la forme. Ça, c'est essentiel, ça. C'est quoi ton nom? Michel. Alors, si tu marches, on dit Michel. Si on veut continuer à fonctionner, l'identification au nom et à la forme, elle est nécessaire. Mais ce qui n'est pas nécessaire, c'est le sentiment d'être celui qui agit. L'autre aspect de l'ego, d'être l'auteur de l'action. C'est pas nécessaire. Alors, l'exercice vise à expérimenter personnellement que tu n'es pas l'auteur de l'action. Que les actions vont se dérouler, ils vont toujours se dérouler sans nécessairement qu'il y ait de besoin d'avoir un auteur derrière ces actions-là. Comme un de mes amis. Non, je ne le dirai pas. Est-ce que ça veut dire que je suis agi? Oui. Oui. Donc, c'est une forme de déterminisme? Oui. Oui. Stéphane Jourdain le dit comme ça. Je suis agi, mot à mot. Rimbaud, je suis pensé. Oh non, on me pense. Je pense que c'est ça. On me pense. Je est un autre. Je est un autre. C'est Rimbaud, ça? Oui. Mais il dit aussi, on me pense. En tout cas, dans mon livre, je l'ai vu dans son livre, je l'ai cité, là. On me pense. Mais y a-t-il encore un programme si je suis programme? Je suis programme. Je suis aussi le programme? Je suis aussi mon code génétique? Non. L'organisme corps-esprit a un programme. Mais je suis mon corps. Non. Tu es ton corps? Oui. C'est ton expérience à toi. Je suis mon corps, je suis mon code génétique. Maintenant, là. Ça, c'est l'impression qu'on a. Je suis le corps, je suis l'esprit. Ce que les sages nous disent, c'est non. Vous êtes simplement la présence impersonnelle qui est avant le corps, avant l'esprit. Ça, c'est une dualité. C'est supposé être un principe de non-dualité. La dualité, faites attention. Je me rappelle, à un moment donné, Ramesh Balsekar, il a dit « Enlightenment is from dualism to duality ». L'illumination, c'est du dualisme à la dualité. J'étais là, j'avais les yeux un peu... les sourcils un peu froncés. Mais non, ça se peut pas. L'illumination, c'est l'unicité, l'unité. Ce qu'il voulait dire, c'est que le dualisme, c'est le sentiment d'être celui qui agit. Mais la dualité, elle fait partie de la vie. S'il n'y avait pas de dualité, la manifestation phénoménale n'existerait pas. Il y a besoin de dualité, mais il n'y a pas besoin de dualisme. Le sentiment d'être celui qui agit, le doer, lui, il est trop. Il n'est pas nécessaire. Puis c'est lui qui s'en fait. C'est lui qui souffre. Je vais vous donner un exemple. Que quelqu'un m'a déjà dit. Une très belle analogie.
il dit, avant l'éveil, les problèmes, là, sont... Avant ou après l'éveil, les problèmes sont là. La seule différence, c'est avant l'éveil, tu es comme dans une petite chambre, puis un ghetto blaster qui joue au bout. Fait que les problèmes, là, ils ont vraiment une emprise sur toi. Tu es beaucoup identifié aux problèmes. Après l'éveil, les problèmes sont là encore, sauf que le ghetto blaster, tu vas dans un terrain de football, puis le ghetto blaster joue au bout. Dans le fond, là-bas. Fait qu'ils ont moins d'emprise sur toi. Mais après l'éveil, là, il ne faut pas oublier que ils vont souvent dire tout change, puis rien change. La perception change. Mais les problèmes ne vont pas s'évanouir comme ça. Il va y avoir moins d'identification aux problèmes. Ou il va sentir que ce n'est plus mes problèmes, mais les problèmes sont là. Mais la dualité, elle fait partie de la vie. Sans dualité, il n'y aurait pas de vie. C'est impossible. Ça répond à ta question? Oui, sauf qu'à la minute où on s'identifie à toute chose, il n'y a plus de dualité. Je veux dire, si je suis mon corps, si je suis ce qui m'entoure dans le présent, si je suis toute chose, il n'y a plus de dualité. Il n'y a que je suis. Il n'y a plus de programme non plus. Mais pour moi, il y a une différence entre je suis et je suis mon corps. Je suis mon corps, je suis mes pensées, je suis un tel, c'est pas pareil que je suis. Je suis, ça précède. Je suis mon corps, je suis mes pensées, je suis un tel. Je suis une présence impersonnelle, observatrice. Je suis, point. Ça, c'est ce qui... Quand je te réveille le matin, la première chose, c'est quoi? C'est juste le sentiment d'être. La présence impersonnelle, c'est le sentiment d'être. Après ça, ah oui, OK, je suis un tel, j'ai tel corps, je suis quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Mais après l'éveil, ça peut continuer, ça aussi, je pense. Là, quelqu'un dans sa tête pourrait me confirmer, mais je suis comme ci, comme ça continue, mais tu n'es pas identifié à ça. Je suis colérique, je suis impatient, je suis comme ci, comme ça. Ça peut continuer, mais tu n'es pas identifié à ça. Tu n'es pas cela. En fait, oui, on va... Oui. Je voulais juste apporter un peu de remarque. C'est un peu comme l'enseignement d'Arnaud Dujardin qui dit que si on est coléreux, coléreux? Coléreux. Ou s'il y a colère, on n'a pas à dire je suis en colère. Il y a juste la notion de colère. Oui, il y a eu un mouvement de colère. Il y a aux émotions. Il y a eu un mouvement de colère qui est passé. Oui. Puis on n'a pas, j'aurais pas dû me choquer. Ça, c'est l'entité moi qui embarque. La spontanéité, c'est ça. C'est qu'il y a une réaction qui se fait, puis après, c'est fini. Mais là, si l'entité moi embarque, j'aurais pas dû me choquer, tu n'es plus dans la spontanéité. C'est l'entité moi qui fait, j'aurais pas dû faire ça, ou c'est-tu correct, ou... Il y a une colère, c'est fini. Tu vois la même personne une demi-heure après, puis tu n'es plus à maudit compte. Là, c'était exprimé, puis c'est fini. On passe à autre chose. Donc, finalement, c'est le départ de la culpabilité. Hein? Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus d'interprétation. Je suis spontané dans l'instant. Je n'ai pas à me demander pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Tu n'as pas à le demander, mais ça se peut que ça vienne pareil. Okay. Comme la culpabilité, ça se peut qu'elle vienne pareil. Mais c'est avec la compréhension de cet enseignement-là, ça peut t'aider que, dans le fond, c'est pas nécessaire de l'entretenir puis de sombrer là-dedans pendant des années. Il ne faut pas s'identifier à ce qui monte, c'est ça, dans notre esprit. De ne pas s'identifier à ce qui monte. Parce que la culpabilité, c'est un mouvement qui est horizontal. Ça peut durer longtemps quand on se sent coupable ou quand on haït quelqu'un, ça peut durer longtemps. C'est un mouvement horizontal. Tandis qu'un plaisir ou une satisfaction, un regret, c'est une tristesse, c'est un mouvement vertical, ça passe.
Comprenez-vous? Ça fait du sens? Donc, ça dure, quand tu dis que c'est sur l'axe... Horizontal, ça dure dans le temps. Quand on haït quelqu'un, on l'haït longtemps, des fois. Hein? Mais si tu fais juste... Bon, on n'est pas tous des mères Teresa, là, pour comprendre, avoir la compassion pour quelqu'un qui te lance des bêtises, mais si tu peux juste comme... Bon, écoute donc, il est vécu, c'est son programme d'agir comme ça. Tu sais, des fois, on peut porter des jugements contre des gens qui vont commettre telle action, mais on ne connaît pas leur histoire, ces gens-là. C'est leur histoire qui fait qu'il a commis telle action. Parce que telle action devait avoir lieu. La source, appelée comme tu veux, a créé un organisme corps-esprit avec telle caractéristique pour qu'à un moment donné, puis qu'il va recevoir telle éducation, qu'il va devenir un individu de tel genre, qui va commettre tel genre d'action. Fait qu'on n'a pas à le juger. On n'a pas à le haïr. Tu sais, ça peut nous aider. Tant que ce n'est pas pleinement intégré, c'est sûr que ces mouvements-là de haïr, puis de culpabilité, puis de fierté, puis de haine, puis d'envie, ils viennent encore. Puis tant que ce n'est pas intégré, bien, ils vont avoir une durée, mais à un moment donné, ils vont avoir une durée de moins en moins longue. Et moi, je ne dis pas que la culpabilité est finie. Il propose un enseignement pour nous faire comprendre que ce n'est pas nécessaire d'entretenir une culpabilité. Si le mouvement vient, bien, oups! Bon, OK, mais je n'ai pas vraiment à me sentir coupable. Ça va durer moins longtemps. Je ne sais pas si vous trouvez que cet enseignement-là, parce qu'au départ, quand j'ai commencé, bon, j'ai dit qu'il y a plusieurs enseignements que, dans le fond, quand tu questionnes des gens qui suivent tel enseignement, tel maître, tel sage, puis je leur demande, c'est quoi leur enseignement? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Fait que mon but ce soir, c'était de vous présenter un enseignement, celui de Ramesh Balsekar, puis vous montrer comment précis son enseignement est. Précis, simple, pratique et accessible, bien que impersonnel. Alors, si ça, a comme... J'ai réussi à transmettre ça, pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'il y a du monde qui ont lu Ramesh Balsekar, ils ont lu un livre ou deux, puis ils n'ont pas d'idée exactement de c'est quoi. Quand je l'ai vu en l'an 2000, lui-même, il a dit « I will tell you ». À un moment donné, il avait questionné quelqu'un. Who did you follow? What is... Bon. Ah, un tel. OK, what was his teaching? Oh, well, he talked about so many things, it's hard to say. You mean, je vais parler en français, vous voulez dire qu'en 10 ans, vous ne savez pas, vous n'avez rien retenu? Bien, il y avait tellement de choses que... Mais c'est quoi l'utilité d'un enseignement comme ça? I will tell you what this teaching is. Je vais vous dire c'est quoi cet enseignement-là. Et là, il a dit, puis maintenant, j'étais une semaine là, puis c'était un perroquet pendant une semaine. Tout le monde qui passait, c'était ça. Son enseignement, en tout cas, en l'an 2000, c'était ça. Je ne sais pas si en 2004, ça a changé. Je ne suis plus en contact avec lui. C'est juste que parfois, c'est pas évident, même si on pratique l'enseignement et il y a une compréhension intellectuelle, il y a un réflexe du conditionnement. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas vouloir l'éveil. Mais non, je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir l'éveil. Oui, c'est un petit peu frustrant parfois de voir son conditionnement qui revient. Et alors qu'on sait ce que Ramesh dit et qu'on a déjà vu un certain développement, une certaine acceptance, quoi. Et que, hop, tout à coup, le conditionnement revient, et puis là, on voit qu'on n'a pas tellement d'acceptance. C'est accepter ça qui est parfois... Bien, c'est pas plus facile de l'accepter parce qu'on, dans le fond, on réalise que notre conditionnement, on ne l'a pas choisi, c'est développé avec les années, puis notre conditionnement fait partie avec les gènes, notre ADN, de notre programme. Puis dans le fond, la façon qu'on réagit, c'est pas facile d'accepter, mais c'est comme ça. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas le modifier. On peut essayer de le modifier, mais on n'a pas contrôle sur le résultat.
C'est ça. C'est accepter ça. Oui, accepter ça aussi. Mais ça ne veut pas dire que tu essaies de faire des améliorations, des changements. Il ne faut pas tomber non plus en compétition avec soi-même, là. T'sais, on peut tenter de s'améliorer, puis si ça ne marche pas, bien, ça ne veut pas dire qu'on se résigne. On peut essayer encore plus tard, dans X temps. Bon, bien, je vais essayer d'améliorer tel aspect. Oui. Le programme est associé aux gènes à l'ADN. Donc, d'une certaine façon, entre autres, si on veut, à un aspect matérialiste, si on veut, parce que ces gènes ADN, c'est quoi la vision ou la perception après la mort? Je ne sais pas. C'est ça? Je ne sais pas. Parce que vu que c'est associé d'une certaine façon, comme je le disais, à l'aspect matérialiste, normalement, le programme devrait se dissiper, tout simplement. OK, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Oui, le programme se dissipe. Se dissout. C'est 25 sous, se dissout. Puis ça va dans le réceptacle de la conscience. Ce que lui dit en anglais, le pool of consciousness. Il s'en va dans le réceptacle de la conscience. Dans les mots sanscrits, il parle de vasana, puis de... C'est quoi l'autre mot? Vasana, puis... Bon, vasana, on va dire que c'est assez. Shamkara, c'est quoi le... Samsara. Non, pas Samsara. Ça finit par A. Ah, c'est ça. Et puis... bon, tout ça, ça s'en va dans le réceptacle de la conscience. Et à un moment donné, un organisme corps-esprit vient au monde. Mais ça, il faut que ça continue, là. Fait qu'il y a une partie qui est réincarnée pour procurer telle caractéristique à l'individu, de façon à ce que telle action soit commise dans la vie de cet individu-là. Je ne sais pas si c'était clair. Ben, de toute façon, je ne m'attendais pas à... Une réponse claire? Merci. C'est mon possible. Non, mais si la c'est ça, ça aurait été décevant. Ouais. Je vais donner une réponse pas claire, Gilles. Oui, je vais essayer une autre réponse. Ouais. Oui. S'il y a éveil, là, c'est quoi qui s'éveille? Parce que tu dis que l'ego sera dissous ou... pas l'ego. Pas l'ego, mais disons, il y a quelque chose qui sera dissous, l'identification au moi, disons. Le moi se dissout. Puis il y a éveil, donc c'est pas le moi qui s'éveille. Dans le langage, dans le langage de Ramesh, il dirait que c'est la conscience qui s'éveille à elle-même. Okay. C'est la source qui s'éveille à elle-même. C'est que l'éveil est déjà là. Il n'y a pas quelque chose qui s'éveille. L'éveil a toujours été là, mais qu'à un moment donné, il y a un nuage devant. Le soleil brille toujours, mais il y a un nuage devant. Puis là, bien, la compréhension, la dévotion, peu importe la voie qu'on suit, la cesse peut aider à souffler sur le nuage. Il y a juste le soleil. Oui, ou on peut chercher l'éveil, puis on cherche nos lunettes, puis voyons, sont où mes lunettes? Ah, elles sont là. Alors, quand l'éveil se produit, c'est pas... on réalise que ça, dans le fond, ça a toujours été. Là, comme quand on parle sur l'éveil, moi, c'est sûr que c'est un terrain que je n'ai pas cette expérience-là. Alors, je peux répondre au mieux de ma compréhension des sages que j'ai lus, y compris Ramesh Balsekar. Dire que c'est la conscience qui s'éveille, c'est un concept qui est un peu flou. Je ne sais pas si on ne peut pas dire, peut-être une façon que je peux proposer. Possiblement, on peut amener ça comme ça, c'est une désidentification avec l'entité je, simplement, que je proposerais. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que tu es une entité,
personnalité. Puis, c'est vraiment la réalisation que c'était pas ça. Avant ça, une dimension impersonnelle, infinie, éternelle, qui est perçue clairement. Non seulement que cette dimension-là est perçue, mais ça devient très clair que c'est avec l'héritage naturel. Alors, peut-être c'est une explication qui serait posée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne réponse. On pourrait dire, l'idée qui me vient pour la question qui pose est très bonne. On pourrait dire que le moi, c'est Dieu qui se prend pour un autre, et l'éveil, c'est Dieu qui se prend pour Dieu. Ben, il ne se prend pas pour Dieu parce qu'il... Dieu étant un concept, évidemment. Oui. C'est pas qu'on s'identifie à l'organisme corps-esprit, c'est la conscience, la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui s'identifie au corps-esprit. Cette identification-là crée la naissance de l'entité moi. Puis lorsque la conscience se désidentifie à l'organisme corps-esprit, l'entité moi se dissout. Il reste une légère identification au corps-esprit, ce qui est l'ego, l'aspect qui est identifié au nom et à la forme, pour pouvoir fonctionner, comme l'analogie de Ramana Maharshi. Ce qui reste, en fait, c'est comme la cendre de la corde brûlée. La corde est brûlée, mais il reste la cendre. Ça, c'est l'identification légère avec le corps, l'esprit, pour pouvoir fonctionner, mais tout en sachant, tout en étant convaincu que tu n'es pas ça. Il y avait une couple de mains, là. Oui. En Inde, il y a beaucoup de croyances en l'astrologie, en palmistry. Lui, Ramana Bhaskar, c'est le palmistry qui s'est déjà fait faire. Ah oui. Oui. Et puis c'était prévu qu'il deviendrait à un moment donné ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il recommande finalement d'aller voir son destin de cette façon-là? Il ne recommande pas, mais si on veut y aller, on peut y aller. Mais ça, c'est un exemple de... On ne croit pas qu'on est vécu, mais on va voir un astrologue pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Hein? Ou une clairvoyante. Est-ce que c'est déjà décidé ou c'est pas décidé? Comment est-ce qu'un clairvoyant ou un astrologue peut voir ce qui s'en vient si c'est pas déjà décidé? Je parle d'un bon astrologue, là, qui est peut-être votre cas, là. Monsieur est astrologue, il me voit tantôt, il m'a dit ça. Et j'ai parlé que ce qui était particulier avec Ramesh Balsekar, j'ai demandé sa date de naissance, son heure de naissance plutôt, et sa date. Et une bonne amie à moi, qui est astrologue, a fait sa carte du ciel. Ceux qui connaissent ça, dans sa carte du ciel, bon, c'est comme une tarte, là, un rond, divisé en 4, et toutes ces planètes étaient en haut à droite. Et quand elle a vu ça, elle a dit, OK, elle dit, je comprends pourquoi que pour lui, c'était facile de développer les concepts de « nous sommes vécus ». Pour lui, c'était évident à cause de la façon que les planètes étaient placées, ce qui crée un peu son programme aussi. On pourrait dire aussi que... C'est la zone de la pensée et c'est la capacité de pouvoir traduire les concepts en réalité tangible. Oui. Bien, c'est un homme qui est très logique, il est très rigoureux. Il n'y a pas de faille dans son enseignement. Peut-être que moi, je pourrais être coincé, mais si vous questionniez Ramesh Balsekar, c'est tellement logique, rigoureux, son enseignement, que tu ne peux pas lui dire « Ouais, mais ça, là, il y a une contradiction ici, là. » Tu sais, non. Oui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Douglas Harding. C'est? Douglas Harding. Douglas Harding, oui. C'est un autre sage, un Anglais d'Angleterre. Que je trouve très logique et très rigoureux par rapport à ce que tu demandais. Il fait faire un petit exercice tout simple. Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir le trouver. Mais je dirais par rapport à ce que tu dis, quand j'observe quand j'observe le programme se faire, oui. Je suis là. Tu es là? Ben, je veux dire, quand j'observe ça, c'est ça l'illumination ou c'est ça l'éveil? Quand j'observe ça agir, non? Ben, l'éveil, c'est un événement. L'éveil, oui.
L'éveil, c'est un événement qui arrive à un moment donné, où tout bascule. Ah, OK. Tu sais, c'est qu'on peut avoir des flashs de temps en temps. Il peut y avoir des flashs de temps en temps des moments d'éveil, mais on ne s'en rend pas compte. Mais lorsque l'éveil se produit, tu peux dire, ben moi, dans mon... Mettons, quelqu'un me parle, bon, ben moi, dans mon cas, c'est vraiment arrivé telle date, en telle année, tout ça. Tu sais, il y a eu comme un basculement, là. Ça, c'est l'éveil. Comme vous parlez tantôt d'Arnaud Desjardins, mais c'est le début, là. C'est pas fini. Là, on est rendu sur l'autre rive. Hein, on a fait notre recherche, on a traversé la mer, peu importe, le ruisseau ou le lac, et on est rendu sur l'autre rive. Et là, il y a tout à explorer l'île. Il y a une intégration qui se fait avec le temps. L'éveil, c'est pas ah, ben moi, je pense que je t'ai éveillé. C'est pas. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, je dis. C'est pas ça, je dis. Être conscient que c'est un programme, que je suis agi. Oui. Que je suis. C'est ça que tu disais, je suis agi. Bon, je suis agi. Quand on est conscient de ça, là, que je vois, là, que c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui décide, c'est en train de se faire. Oui. Ben, je suis plus là. Oui, bien c'est ça que l'exercice qu'il propose, c'est justement pour arriver à ça. Fait que c'est pas l'éveil, mais ça peut aider à te sentir plus en paix. Ramesh, je dis, forget about enlightenment. Forget about, awakening. C'est un concept. Mais ce qu'on veut vraiment, si vous dites à quelqu'un, oh, moi, je suis un chercheur spirituel, je cherche l'éveil. Big deal. Ça veut dire quoi, ça? Si tu dis, ben moi, je cherche à être plus en paix avec moi-même. C'est bien plus pratique, c'est bien plus concret. Et cet exercice-là peut nous aider à se sentir plus en paix parce qu'on réalise, dans le fond, que c'est pas nous qui agissons. Alors, pourquoi être fier une journée puis être super down le lendemain? Ou pourquoi être coupable, se sentir coupable pendant 3 mois de temps? Ou pourquoi haïr l'autre ou l'envier? Puis le fait qu'on comprend que la polarité des opposés fait partie de la vie, mais on peut plus s'accepter. Si on accepte plus, qu'on résiste moins, il y a également plus de paix. Puis que l'éveil, qu'on ne peut pas l'atteindre personnellement, mais que ça peut arriver à un moment donné, bien, ça aussi, ça contribue à se sentir plus en paix. C'est ça qui est l'enseignement de Ramesh Balsekar. Tout le monde fait de son mieux. Absolument. Connais-tu quelqu'un qui ne fait pas de son mieux? C'est ça que ça veut dire. Tout le monde fait de son mieux. Celui qui commet un vol de banque, là, il fait de son mieux pour réussir son vol de banque comme il faut. Oui. Hein? Tout le monde fait de son mieux. Peu importe l'action qu'il fait, hein, chacun fait de son mieux. Il n'y a personne qui veut être malheureux. Donc il n'y a pas la notion de moralité dans son enseignement. Non. Ben, moi, je ne la vois pas, non. Est-ce que c'est possible de faire une erreur et du fait qu'on soit préprogrammé? Moi, j'en fais tous les jours, les erreurs. Je parle d'une erreur qui servirait d'interférence par manque de spontanéité. Par exemple, concrètement, un couple vit ensemble et quelqu'un décide de faire une sortie de route et donc de laisser l'union qui était là. Exemple. Est-ce qu'on peut faire une intervention que le petit moi intervienne et donc va obstruer ou va encombrer la spontanéité? OK. J'ai une bonne réponse pour ça. Sinon, c'est trop facile le fatalisme. Non. Regarde bien, j'ai une réponse, je pense, qui va bien répondre à ta question. Puis j'étais là à l'an 2000 et quelqu'un a posé la même question. C'est semblable à ça. C'était une madame qui questionnait Ramesh. Elle dit, mon fils vit un moment difficile avec sa conjointe. Puis ça se peut qu'ils vont peut-être se séparer. Puis là, la madame a dit, je ne veux pas intervenir parce que c'est son destin. Wow! Non. Ce que tu as à faire, c'est ça qui vient, la spontanéité, il te dit, je vais intervenir. Tu interviens. Est-ce que c'est possible de commettre une erreur? Mais qui ne fait pas d'erreur? Ouais. Qu'est-ce qu'une erreur? Oui, justement. Ou qu'est-ce qu'une erreur, oui? Comme tu disais tantôt, le résultat ne nous appartient pas. On pose une action, mais si ça retourne. Mais c'était bon, qu'est-ce qu'est une erreur? Peut-être que... L'as-tu lu, mon livre, la place que je parle de l'histoire du fermier?
Moi, je n'ai pas lu le livre, je connais juste l'histoire Canada. OK. L'histoire du fermier qui a perdu son cheval. Y en a-tu qui la connaissent? Oui. Mais la plupart ne la connaissent pas? OK. Fait que le monsieur, c'est un fermier, puis il perd son cheval. Je pense que ça va répondre un petit peu à la question. Sinon, tu me le diras. Il va essayer autrement, mais je pense que ça va répondre. Il perd son cheval, fait que ses amis voisins ils viennent le voir. Puis, ouais, t'es pas chanceux, t'as perdu ton cheval. Ton beau cheval que tu avais. Ah, peut-être. Le lendemain, son cheval revient avec 6 beaux chevaux sauvages. Wow! Hey, t'es chanceux? Hey! Une chance que tu l'as perdu. Il est revenu avec 6 beaux chevaux. Ton cheval qui s'était sauvé. Chanceux? Le fermier répond, peut-être. Quelque temps après, son fils monte un des chevaux sauvages, tombe en bas, il se casse une jambe. Ses voisins viennent le voir. Caroline, pas chanceux, ton fils, il s'est cassé une jambe. Peut-être. Pas longtemps après, le gouvernement passe pour la conscription, qu'on dit, pour aller en guerre. C'est ça le mot, la conscription. Son fils, il n'est pas allé, puis il a une jambe blessée. Il est resté là. Hey, t'es chanceux, ton fils peut rester chez vous. Peut-être. Ça finit comme ça, mais ça peut continuer. Alors, c'était-tu une erreur que les chevaux, que son cheval se sauve? Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est qu'on peut commettre quelque chose, une action, puis on peut dire « Ah, je me suis trompé ». Mais peut-être que cette action-là va emmener quelque chose d'autre plus tard qui va faire en sorte que, dans le fond, ce qu'on a fait, ça devait arriver pour que cette action, cet événement ultérieur-là se produise. Je peux avoir une bonne attitude par rapport aux choses qui m'arrivent à mon insu. Je peux agir un peu comme ce monsieur-là qui perd son cheval, parce qu'ils arrivent à mon insu. Mais la question, quand je pense à une erreur, je pense plus à un geste posé sur le coup, par exemple, ça pourrait être la colère, ça pourrait être l'orgueil, n'importe quelle ces émotions-là, ils peuvent agir et de ça créer une interférence qui va faire que le nuage dont tu parlais tout à l'heure va s'épaissir. Par exemple, celui qui cache le nuage qui cache le soleil. Oui. Et donc retarder le jour de l'éveil. Ben là. Peut-être pas non plus, là. Tu sais, mais l'éveil, c'est pas quand ça arrive. Okay, lui, il a pas mal retardé, on va attendre un peu. Tu sais, ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel organisme corps d'esprit, peu importe ce qu'il a fait avant, il n'y a pas un total de bonnes actions, puis de mauvaises actions, puis de. De toute façon, je pensais, comme tantôt que tu as dit, que des fois, on ne sait pas comment agir, tu sais, j'ai-tu le choix, j'ai pas le choix, je fais ça, je fais pas. Un peu comme de ton cas, qui est peut-être plus précis, mais tu es quand même, tu fais une erreur ou non. Tu sais, Ramesh, as-tu pas dit, act as if you had control. Oui. Comme si oui. On avait le contrôle, oui. possiblement qu'on ne l'a pas. Alors, je pense que la seule chose qui peut se passer dans une situation même, c'est que tu agis comme si tu avais... Tu agis au meilleur de ta connaissance. De tes connaissances. Puis si ça ne te donne pas le résultat que tu escomptais, ce qui est souvent, ça arrive souvent comme ça, puis tu réalises que dans le fond, ben, j'aurais pas dû faire ça, puis qu'une action similaire se reproduit X temps plus tard, ben, tu peux retenir de l'expérience précédente puis agir différemment. Mais tu n'as pas tombé dans la culpabilité, puis de sentir que tu es coupable, puis c'est à cause de moi que... Parce que dans le fond, tu as agi en accord avec ton programme. On peut juste agir au mieux de notre programme. T'sais, on agit conformément à notre programme. On est vécu. Alors, c'est ça qu'il y avait. C'est ce que j'avais à faire à ce moment-là. Ça se peut que, ce que tu veux dire, je pense, c'est que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Puis quand tu le réalises après, puis en le réalisant après, bien, si la même, tu peux t'excuser. Excuse-moi, j'ai fait. C'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire.
ou 6 mois plus tard, bien, la situation similaire se reproduit. Puis, tu sais, on tire quelque chose de nos expériences, là. Même si on est vécu, on retire toujours quelque chose de nos expériences, on apprend. C'est ça que je trouve, c'est un enseignement qui est quand même concret, pratique, réaliste. C'est pas une affaire de concept farfelu qui ne veulent rien dire puis qui mène nulle part. Oui. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens que tu peux voir le tas aussi. Hein. Le quoi? Tu peux voir le tas. Tu peux avoir une le réaction, tas? C'est-à-dire la conséquence de ton acte. Oui. Tu peux la voir. Donc, tu peux aussi ne pas la faire. Tu peux la voir comme tu peux ne pas. Pas nécessaire par spontanéité de réagir, de se laisser aller nécessairement, puis d'aller vraiment dans la situation pour finalement récolter finalement la merde qui peut sortir de ça, là, par, mettons, une réaction de colère ou quelque chose comme ça. Tu peux la voir, mais tu peux ne pas la voir aussi. C'est lui qui a agi parce qu'il peut-être qu'il ne l'a pas vu. Ouais. Puis il n'a peut-être pas l'expérience de ce genre de situation. Tu pas dans la culpabilité, comme tu le dis, je suis d'accord avec ça, mais tu peux devenir conscient que justement que tu es un problème femme. Oui. À ce moment-là, si tu justement as une réaction de colère, tu peux l'identifier sans l'exprimer spontanément, sans l'exprimer. Oui. Si tu es capable de le faire. Si quelqu'un est trop colérique, si quelqu'un fait des colères de façon démesurée, puis à tout bout de champ, bien, peut-être qu'il peut se demander, bien, comment ça fait que je suis comme ça? Peut-être que je peux aller voir c'est quoi qui fait que je suis comme ça. Sans nécessairement se sentir coupable, il peut entreprendre une démarche, puis aller voir, bien, comment ça se fait que devant telle situation, là, je deviens, là... puis là, bien, trouver des réponses, puis à l'avenir, dans des situations similaires, la colère, elle va peut-être venir, mais il va avoir comme un recul qui fait qu'il ne passera pas à l'action. Puis encore avec le temps, ça se peut que la colère ne vienne même plus. Mais juste savoir, on va continuer, mais Jean Rivet, tu sais. Non? C'est fini à quelle heure? Parce que j'ai une annonce à faire, puis je vais la faire avant qu'on finisse. Hein? Ça dépend de... Ferme les lumières en 12 heures. Bon. Bien là, on a le temps en masse, là. Vers 10 heures. Disons vers 10 heures. Fait que 10 heures... ou si vous en avez assez avant... Oui. Excuse-moi, est-ce que c'est possible que tu fasses ton annonce, parce que nous autres, on devrait quitter. Oui, OK. Comment dire ça? C'est que demain, à 11 h, au Commensal, sur Saint-Denis, dans une petite salle, il y a juste du monde qui vont se rendre là, puis ça ne peut pas contenir beaucoup de monde. Il y a un de mes très bons amis, pour ne pas dire mon meilleur ami, qui va être là, qui est même ici ce soir, et qui va partager son expérience qu'il a eue en l'an 2000, la simplicité de son expérience. Alors, j'en dis pas plus. Il ne voulait pas que j'en dise plus. Alors, c'est une occasion, mais il faut informer le Commensal. Est-ce qu'il baigne encore dans cette simplicité d'expérience-là aujourd'hui? Je ne peux pas répondre pour lui, mais je dirais que oui. Okay. Alors, OK, c'est... Oui, parce que tout est en haut, c'est ça? OK. Fait que, oui. C'est laquelle Commensal? Sur Saint-Denis. Saint-Denis? Oui. 11 heures. Et c'est qui? Il est ici? Oui, il est ici. Bien, est-ce qu'il veut que... Mais il est ici, puis il n'est pas ici, en fait. Oui, il est en chair et en os, mais peut-être pas en anti-témoin. Fait que demain, il va être là. Alors,
vous allez pouvoir réaliser, c'est en fait, c'est tellement simple. Tout ce que les sages, les maîtres, peu importe, nous disent, c'est une simplicité. Moi, en 98, quand je suis allé en Allemagne, il y avait Ramesh Balsekar, puis 4 de ses disciples qui ont entendu parler que, bon, l'entité moi, c'était dissoute, puis que j'ai vu ces 4 personnes-là parler tour à tour. C'est comme mes bras m'ont tombé, parce que j'avais tout le temps vu, moi, quelque chose de... ma perception était plutôt quelque chose de différent de ces gens-là. Alors que là, mon Dieu, c'est-tu juste ça, tu sais? C'est-tu simple comme ça? Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe quand. Peu importe à quel point qu'on est névrosé ou pas. Mais on ne peut rien forcer, par exemple. On ne peut rien faire. Je ne dis pas que tu peux rien. Tu continues à faire ce que tu as à faire, ce que tu veux faire. Mais si tu peux pas, il n'y a pas de chemin de tracé, de préétabli. Si tu fais ça, dans 6 ans, tu es rendu là. Mais on fait de notre mieux. Mais je ne dis pas de... Tu sais, il faut faire attention de... Ah, ben il n'y a plus rien à faire, fait que... Bon, ben je vais commencer à boire ma bière, puis à fumer mon joint tous les jours, puis je vais relaxer, puis... Tu sais, Ça peut être correct aussi, là. Ça peut être correct aussi, là. Tu sais, c'est pas tous les jours, là. À n'importe qui. Mais il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a une préparation qui se fait, habituellement. Habituellement, il y a une préparation qui a été faite. Et habituellement, pas chez tous, mais la plupart, il y a tout le temps eu une intensité, une détermination, puis une soif, une urgence, un serious business. Parce que c'est pas de l'entertainment, là, ça, c'est serious business, c'est la mort de l'entité moi. C'est serious business. Mais il faut comprendre que c'est pas une prescription d'être déterminé, d'avoir cette soif, cette urgence. C'est une description. On ne peut pas faire autrement. Il y a des gens chez qui l'éveil s'est produit qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Fait qu'il n'y a pas de règle absolue. Mais je n'ai pas de statistiques, mais dans la plupart, il y a eu une préparation. Tu sais, les gens ont lu des livres, ils ont allé voir des maîtres, ils ont fait certaines ascèses, mais ils étaient habités par ce désir-là. Il y avait la tête dans la gueule du tigre, puis il va-t-il la fermer, sa gueule? Tu sais? Le tigre, je parle. Oui. Le titre du livre, Seule la conscience existe, est-ce que ça s'applique justement aux éveillés? Parce que... Oui. Okay, oui. Dans ce sens-là, il n'y a plus de programme. L'éveillé, le programme est pour tout le monde, même les éveillés. Mais seule la conscience existe. Seule la conscience existe. L'éveillé aussi, il est vécu. Sauf que lui, il le sait. Il n'est pas conscient, justement, ça peut être... Oui, il est conscient. Il est conscient qu'il est vécu. Puis il est conscient que tout ça, c'est un gros rêve. Voilà. Une pièce de théâtre. Mais je vais vous lire quelque chose par rapport à ça. Stéphane Jourdain, je n'ai parlé tantôt. Il est questionné par Gilles Farcet, qui est un disciple d'Arnaud Desjardins. Alors, Gilles Farcet dit « La plupart des problèmes dont nos existences sont remplies pourraient être évités si nous cessions de penser au lieu de voir. C'est nous qui transformons notre rêve en cauchemar. » Et là, Stéphane Jourdain répond « C'est exact. Laissons l'éveil de côté et restons dans le domaine du relatif. Il est important de bien rêver, quand on parle de bien rêver, là, c'est pas dans la nuit quand on dort, là. De bien rêver sa vie de tous les jours. De bien rêver, de rêver heureusement. Si le rêve lui-même est corrompu, il n'y a pas une chance sur 1 milliard pour qu'il explose.
Si les gens corrigeaient la manière dont ils se situent vis-à-vis de leur réalité, ils élimineraient 98, pas pourquoi, là, il y a peut-être 99, mais 98% de leurs problèmes. Ce ne serait pas l'éveil, mais un rêve harmonieux. Ils seraient près du toit du rêve et en position de le crever. Et Arnaud disait, avant d'aspirer au surnaturel, soyez naturel. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Stéphane Jourdain. Extrait du dialogue entre Stéphane Jourdain et Gilles Farcet, Retour aux sources d'aujourd'hui, pris sur Internet, www.1564557-index.html. Alors, il semblerait qu'il n'y ait plus beaucoup de questions. Oui? Comment avoir une compréhension de l'enseignement de Ramesh Balsekar, mais qui ne soit pas purement intellectuelle? C'est-à-dire comment on peut arriver justement à l'acceptation de ce qui est? Comment essayer d'accepter justement sans que l'intellect intervienne? Le gros problème, c'est l'intellect, en fait, qui est l'assimilation à l'écoute. L'intellect, la mèche du temps, c'est le chemin et l'obstacle. Alors, au départ, on n'a pas le choix que de se servir de l'intellect pour comprendre. Mais il ne faut pas se perdre dans le labyrinthe de l'intellect. Parce que l'intellect ne peut pas tout comprendre. Il faut qu'à un moment donné, l'intellect réalise, justement, je ne peux pas tout comprendre. Parce que on peut tomber dans un piège, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, puis une question, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis ça ne finit plus. L'intellect ne peut pas tout comprendre, mais il peut comprendre certaines choses et à un moment donné, juste comme, bon, OK, on lâche prise. Parce que l'important, c'est pas de... Je dis pas que c'est important de comprendre, absolument c'est important, mais c'est de le ressentir. C'est vraiment de le ressentir. Je ne sais pas dans quelle page dans mon livre, j'en parlais de... Puis quand j'en parlais de Ramesh Balsekar, quand il parle de la compréhension. C'est seulement le chapitre sur la compréhension. J'aimais ça, comment c'était dit. Je ne sais pas si c'est des pages qui s'enlèvent, là. Ce serait le fun. La voie de la compréhension. L'intellect, le moyen et l'obstacle. L'intellect ne peut s'empêcher de poser des questions, ce qui est tout à fait normal et même souhaitable. En effet, c'est cette capacité d'analyse et de discernement qui permet à l'individu de dissiper les doutes et de clarifier les malentendus. Là où celle-ci devient nuisible, c'est lorsque l'intellect n'arrive pas à se rendre compte du fait qu'il n'y a pas de fin aux questions. L'intellect devient alors un obstacle dans la mesure où il demeure convaincu que tout est explicable. Lorsque l'intellect a épuisé toutes ses questions, reconnu ses limites, abandonné sa quête et sa croyance qu'il pourra tout comprendre, l'esprit devient tranquille, silencieux et vacant. C'est dans cet état d'esprit que la compréhension ultime peut germer spontanément. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce que vous partez avec une meilleure compréhension de l'enseignement de Ramesh Balsekar? Oui. Une question encore. Donc, c'est pas tout à fait clair. Cette conscience qui se voit, hein?
comme des pop-corn, des corps-esprits là, qui se voient, qui deviennent conscience, qui se voient. Est-ce que c'est en évolution, ça, ou c'est juste... Il semblerait que oui. Ah ouais? Il semblerait que oui. Mais tu trouves pas, vous ne trouvez pas que de plus en plus de gens chez qui, tantôt, le monsieur est parti, me questionnait s'il y avait au Canada, à Ottawa, j'en ai une, chez qui, comme tu dis, ça a popé. Mais elle n'enseigne pas. Puis elle, c'est pas dans sa nature de transmettre un enseignement. Fait que, elle vit sa vie sans toute simplicité, tous les jours. Elle travaille au gouvernement. Puis, mais de plus en plus de gens, on en parlait justement, moi, puis celui qui est là et qui n'est pas là. Puis, de plus en plus, il y en a des gens chez qui ça se produit. Ça semble être comme de plus en plus répandu. Mais on ne peut pas comprendre que ça pourrait être Tout le monde? tout le monde. Non. Mais non, parce que là, la vie aurait plus sa raison d'être. Il faut que, si tout le monde connaît le secret de la vie aurait plus sa raison d'être. Ben, parce que la conscience, elle veut jouer le jeu, elle aime ça. Finalement, ça fait partie de notre programme suprême de trouver notre identité réelle. Ça fait partie de l'évolution. Oui, pour oui. ça, peut-être qu'il y en a de plus en plus de gens qui atteignent à des états de conscience élargis, parce que ça fait partie de l'évolution de la vie. Oui, oui, ça ferait du sens, oui. Je pense, oui. Est-ce que Ramesh ne dit pas à ce sujet-là qu'il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la planète? Je ne sais pas, je sais pas, peut-être qu'il y a de ça, je ne sais pas. Proportion gardée, il y en a de plus en plus parce que la population augmente. Donc, ça serait démocratique, mais je ne sais pas. Voilà. Selon un autre sage indien, d'après lui, ça fait partie comme les singes, à un moment donné, sont devenus des humains. Les humains sont appelés à devenir des dieux, à un moment donné, à trouver cette conscience-là qui existe dans tous les êtres humains, puis qu'à un moment donné, il va se réaliser. L'évolution suit son cours. Quelle direction ça va prendre? Je ne sais pas. Tant mieux s'il y a de plus en plus d'individus chez qui ça se produit. Vous dites que vous ne voyez plus M. Ramesh. Pourquoi? Ça vous tente plus? Il reste loin. OK. C'est comme, ben, j'ai essayé de l'appeler il y a quelques jours pour lui dire que je faisais une causerie, puis j'ai pas eu de connexion. Alors, ça ne marchait pas. Là. Des fois, la longue distance, là-bas en Inde, ça ne marche pas toujours. Bon. J'ai été longtemps avec lui en communication au début. J'écrivais des lettres, il me répondait. Mais maintenant, il ne répond plus au courrier. Alors, je n'écris plus de lettres, puis il ne répond pas non plus par Internet. Il n'est pas, même s'il parle de programme, d'ordinateur, c'est pas un homme qui travaille sur les ordinateurs. Fait que pour avoir des questions, il faut aller le voir là-bas. Bon, en Inde, c'est pas à porte, puis je dis pas que je ne retournerai jamais, mais en ce moment, je ne sens pas le besoin de retourner là-bas. C'est pas parce que je suis en maudit contre lui. Au contraire. Bien, merci à Jean de m'avoir invité. Merci de vous être déplacé. C'était bien agréable. Est-ce que tu as fait l'annonce? Oui, tu n'étais pas là, oui.